On anime notamment le programme Sentinelle de l'eau. Donc, c'est un programme de formation, sensibilisation qu'on coordonne avec FNU Nouvelle-Aquitaine sur l'ensemble du bassin versant Adour-Garonne. Soutenu par l'Agence de l'eau. Et on vous propose, grâce à ça, des formations en présentiel, en distanciel comme ce webinaire. On anime un réseau eau sur le bassin et des outils pédagogiques aussi. Et on diffuse une lettre trimestrielle, une newsletter sur les actualités des associations du mouvement et du bassin en lien avec l'Agence de l'eau et du comité de bassin. Donc vous aurez tous ces éléments sur le diapo en fin de webinaire. Et ce soir, on va parler des enjeux de l'eau face au changement climatique sur le bassin Adour-Garonne. Donc un sujet qui s'inscrit malheureusement dans l'actualité. On l'a vu avec les inondations dévastatrices en Asie du Sud-Est ces derniers jours. Des moussons qui sont exacerbés par le changement climatique, des pluies plus abondantes, plus intenses qui durent. Il y a eu des centaines de morts, des millions de personnes déplacées. Et donc, ça nous fait réaliser aussi de plus en plus que le changement climatique a des conséquences concrètes et bien réelles sur tous les territoires. Donc, le bassin Adour-Garonne n'est pas épargné. Donc, c'est ce qu'on va voir ce soir. Au programme, donc en première intervention, on aura donc Vincent Marquet, qui est expert recherche et prospective à l'Agence de l'eau Adour-Garonne, qui nous présentera les impacts du changement climatique et les projections sur le bassin Adour-Garonne, en se basant sur la traque et les projections du GIEC et les résultats d'Explore 2. Et fera aussi le tour des conséquences sur les écosystèmes, la quantité, la qualité de l'eau, et nous présentera un travail en cours à l'agence de cartographie et d'analyse de la vulnérabilité du bassin Adour-Garonne face au changement climatique. Et en seconde partie, on explorera plutôt les perspectives. Et donc, on aura le témoignage de Joël Trémoulet, directeur du syndicat mixte du bassin Célé-Lot-Médian, qui nous parlera et illustrera avec des exemples concrets des actions exemplaires menées par le syndicat, donc notamment de préservation et de restauration des cours d'eau, des eaux humides, pour relever les défis face au changement climatique, donc notamment sur trois grands projets qui seront présentés. Et je vais laisser la main donc à Vincent Marquet. Je vous laisse partager l'écran. Je vais enlever le partage. Alors, ça a l'air de fonctionner, Ouais, mais pas en format présentation pour le moment. ça lag un peu. C'est bon? Ouais, c'est bon. Parfait. C'est en format après, vous avez la Ouais, c'est slide? un format présentation. Parfait. Ok. Bien d'abord, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Vincent Marquet, je suis expert recherche et prospective à l'Agence de l'eau à Dourgueras, c'est-à-dire que je m'occupe un peu des liens avec le monde scientifique et plus particulièrement du changement climatique, donc à la fois de récupérer toutes ces informations sur le changement climatique et puis de faire en sorte qu'on puisse les exploiter. Alors vous allez voir, vous avez déjà entendu parler évidemment de beaucoup de scénarios qui existent, il y a beaucoup d'incertitudes également qui sont présentes et donc je vais vous montrer aussi comment à l'agence on fait en sorte de rendre disponibles ces informations pour mener des actions sur le bassin qui soient des actions d'adaptation sur le climatique. Je vais commencer à une échelle très macro, euh, qui est celle du monde, hein, donc avec les informations qu'on peut avoir via les rapports du GIEC. Et donc vous avez là en lien en bas de la page une synthèse réalisée par le conseil scientifique sur les nouvelles connaissances climatiques qui date en gros du sixième rapport du GIEC. Donc là, vous avez vraiment une synthèse de qualité qui va du global au local sur les impacts du changement climatique. Donc, pour vous dire d'abord que ce qu'on retrouve dans ce rapport du GIEC, il y a plusieurs éléments qui sont intéressants pour nous, hein. C'est que la décennie 2030 est considérée comme absolument décisive pour l'atténuation. Bon, ça, tout le monde s'en doutait. Mais ce que nous dit aussi le GIEC, et qui était pour le coup une nouvelle information du sixième rapport, c'est que c'est également crucial pour l'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'oriente dès aujourd'hui vers les bons itinéraires techniques, qu'on engage aujourd'hui les bonnes actions pour que demain, on soit en capacité de faire face aux impacts qui vont survenir. Donc, il y a vraiment aujourd'hui un enjeu majeur à lancer la bonne dynamique dès à présent pour pouvoir ultérieurement encaisser les chocs qui vont venir.
concernant la température, c'était un peu dans les actualités suite à la COP, hein, donc on est sûr d'atteindre 1,5 degré dès le début de la décennie 2030. Bon, en gros, là, ce qu'on disait dans les accords de Paris. Et puis, on attendra nécessairement, euh, pardon, et que dans le cadre d'un scénario médian, donc c'est un scénario qui se situerait entre le SSP3 et le SSP2, là, on doit en fait arriver à contenir les émissions de gaz à effet de serre pour avoir un plateau à l'horizon 2050 et une baisse des émissions de gaz à effet de serre ultérieurement. Je vous demande un peu de revenir à cette information, je vais y revenir un peu après. Et donc, avec ce scénario-là, on arrive à un réchauffement global de l'ordre de 3 degrés en 2100, 3 degrés de monde. Vous voyez, hein, donc, bon, cette corrélation que tout le monde connaît, hein, euh, émissions de gaz à effet de serre et donc un impact sur les réchauffements qui ont des conséquences. Et le rapport du GIEC est très clair là-dessus pour la zone Europe, donc une région à entendre comme zone géographique, hein, pas l'Union européenne, avec 4 risques majeurs qui nous concernent particulièrement, hein, donc des pics de chaleur avec là à 3 degrés, donc vers l'horizon 2100, des chaleurs de l'ordre de 50 degrés, avec forcément un impact fort sur le système de santé, hein, avec des risques d'effondrement des systèmes de santé si on n'a pas une adaptation conséquente mise en place sur ce sujet-là. Des pertes de production agricole, et là, avec un focus qui est fait sur le maïs dans le rapport, avec, qui signale des pertes qui pourraient être de l'ordre de 50% dans un scénario à plus 3 degrés, et également, chose importante, que l'irrigation pourrait atteindre ses limites. On parle de limites d'adaptation de cette technique en raison des températures élevées, donc qui auraient déjà des conséquences sur les plantes. Et donc, l'irrigation, là, permettrait pas de gérer ce problème particulier de la température. Également des pénuries d'eau qui seraient à prévoir plus particulièrement sur le sud de l'Europe et des inondations et des crues qui seraient des événements plus violents. Concernant les inondations, les submersions marines, on est de l'ordre de coûts qui seraient 10 fois plus élevés que ce qu'on peut connaître aujourd'hui. C'est de l'ordre de 2 fois supérieur pour les inondations par ruissellement et par débordement. Donc voilà un peu ce constat un peu sombre, hein, qui nous est dessiné à l'échelle internationale par le GIEC. Maintenant, on peut zoomer un peu plus sur la France avec la TRAC. Alors, je propose pour cette entrée-là, la TRAC, donc la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, peut-être pas sous cet acronyme, mais sous la France à plus 4 degrés. Donc, ces 4 degrés-là, ils correspondent à un réchauffement mondial de 3 degrés, en fait. C'est pour ça que je vous ai dit, hein, ce scénario d'émission de gaz à effet de serre qui est quand même ambitieux. Quand on parle de la TRAC, euh, c'est à la fois très ambitieux d'un point de vue de l'adaptation, des efforts à fournir en termes d'adaptation. Ça l'est également du point de vue de l'atténuation. Vous voyez où ça se situe là, c'est les 3 losanges qu'on voit sur les potentiels du coup, de réchauffement. On se situe du coup dans un scénario où il y a des efforts conséquents à fournir sur l'atténuation. Donc, c'est pas vraiment, ça peut être présenté comme ça, comme un renoncement, une France à plus 4 degrés. Ça ne l'est pas, hein, par rapport euh, aux efforts d'atténuation qu'on doit fournir. Voilà, pour dire cette manière de présenter les choses pour la France, elles sont liées aussi assez fortement du coup au plan national d'adaptation au changement climatique, puisque la TRAC, là, on est une pierre angulaire. La TRAC, qui a un intérêt pour nous quand même, hein, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas tellement de questions à se poser sur le scénario climatique qu'on doit considérer pour nos travaux. On prend systématiquement la TRAC. C'est l'ambition de ce travail-là, c'est d'uniformiser aussi pour l'ensemble des référentiels pour les acteurs publics, pour les acteurs privés. Euh, bon, bah, ça a son utilité quand même, et on a du coup une référence avec un rapport, 2 rapports qui ont été rédigés par Météo France. Vous avez là un peu les conséquences qu'on peut attendre, hein, donc avec euh, le réchauffement qu'on connaît déjà actuellement, donc déjà les transformations qu'on connaît, à 1,5, c'est-à-dire en gros en horizon 2030, à 2 degrés, c'est-à-dire plutôt en horizon 2050, et puis à 4 degrés, donc un horizon en 2050, c'est plutôt 2 et 2,7 et 4. Mais bon, maintenant, pour vous rendre ça peut-être un peu plus tangible, ce que ça veut dire un réchauffement global de 2 degrés, donc un horizon 2050. En gros, ça veut dire que l'été 2022, c'est bien un été normal,
et qu'un été sur trois, l'horizon 2050, est plus chaud que l'été qu'on a connu en 2022. À horizon 2100, et là c'est Christophe Cassot qui le dit, hein, on est plutôt sur un été qui, comparé au futur normal, serait plutôt un été frais, moins froid. Donc voilà, ça aide un peu à comprendre l'intensité du phénomène avec simplement 3 degrés de réchauffement à l'échelle globale. Euh, pour vous dire également, donc, bon, je l'ai déjà dit précédemment, on a un réchauffement de l'ordre de 1,1 degré qui se ressent déjà. Alors là, vous avez sous les yeux euh, un graphique réalisé par Météo France, donc qui nous présente les écarts de température par rapport à ce qu'on peut considérer comme une normale, donc entre 81 et 2010. Donc, on a des moyennes qui sont données pour cette période-là. Et donc, vous pouvez constater là des écarts de température importants et vraiment un décollage des températures moyennes à partir des années 80 sur. Autre manière de se rendre compte de ce phénomène-là sont les analogues climatiques. Donc, on compare sur différentes variables de précipitation et de température le type de climat qu'on a. Et donc, globalement, bah, le climat qu'on retrouve à Toulouse, disons, vous voyez, dans les années 90-2020, c'est celui de Marseille dans les années 60-90. Donc, c'est pas anecdotique hein, comme évolution, et c'est un phénomène qu'on a connu. Alors, tout le monde a pu ressentir des effets du changement climatique. Je pense qu'on n'est pas nombreux à se rendre compte à quel point il est déjà important quand on voit ces analogues climatiques et les différences de climat qu'on peut avoir dans les différents endroits. Si vous voulez pousser un petit peu plus loin, INRAE a mis à disposition un outil qui s'appelle CC Explorer et qui permet en choisissant un scénario, en choisissant différents paramètres de précipitation et de température, d'avoir un peu une idée du climat qu'on connaîtra pour différentes villes en France. Donc là, vous avez sous les yeux pour Toulouse en 2050. Donc, en gros, à l'horizon 2050, pour un scénario proche de la traque, on devrait avoir le climat qu'on retrouve dans le sud de l'Espagne ou en Andalousie. Alors, ça peut paraître comment dire, un peu sympa comme destination touristique, c'est quand même, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est l'évolution et la brutalité de ce changement. Donc, avec des impacts évidemment sur les écosystèmes, sur les activités humaines, de difficultés à s'adapter face à ce changement aussi brutal. À une échelle plus fine, qui est celle de notre bassin versant, on a également du changement climatique qui est observé. Alors, vous avez là des graphiques qui présentent des évolutions de température, cette température de l'air. Bon, évidemment, il y a une forte de fort lien avec la température de l'eau. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous avez une carte ici du bassin versant Adour-Garonne, et chaque point là représente des stations qui sont peu ou pas influencées. Donc, des stations qui représentent vraiment un intérêt pour l'analyse du changement climatique, puisque là, en fait, on n'a pas d'activité anthropique qui viennent faire varier les débits. Donc, on n'a pas de décalage, on n'a pas de prélèvement, très peu. Et donc, ce qu'on a pu observer entre la période 68 et 2020 est imputable au changement climatique. C'est un forçage externe qui vient modifier du coup les débits. Alors là, on a le QMNA, donc un indicateur d'étiage. On retrouve les mêmes trajectoires sur les débits annuels moyens. Et en gros, sur ces stations, sur ces cours d'eau, on retrouve une baisse de débit qui est de l'ordre de 10% par décennie. Enfin, en gros, 1% par an. C'est évidemment énorme. Alors, ce n'est pas 1% de débit sur l'ensemble des cours d'eau du bassin, c'est des têtes de bassin du coup, qui sont très réactives. Mais en tout cas, on a un signal très fort de l'impact du changement climatique sur le bassin. Donc, vous pouvez, là, c'est pareil, il y a un site qui s'appelle Macao, réalisé par INRAE. Vous pouvez consulter pour avoir des informations plus précises sur ces stations. Et il y a également un rapport du Conseil scientifique qui explique un peu mieux tout ce phénomène et les résultats observés. Il y a également des impacts hein, sur l'avancement de la date de l'étiage et la prolongation de l'étiage. Maintenant, Vincent, Vincent, je me permets de vous couper parce que j'ai plusieurs personnes qui remontent le fait qu'on n'entend pas très bien, enfin, que le son ah mince, semble être un peu comme si vous aviez mis un haut-parleur ou autre. ok, alors c'est pas le cas. Euh, je peux essayer de me rapprocher, mais j'ai pas de casque ou de micro. Euh, que faire? Oui, il suffit de se rapprocher, je pense. Oui, ça sera Ouais, mieux. ça a l'air d'être mieux, mais
pense que le micro est là. Vous allez avoir ma tête en gros plan, du coup. Non, c'est bon, là. Ça Ouais, a c'est l'air bon comme ça. Ouais. limite. Bon, le cache-pas, c'est pas très confortable, mais bon, je vais continuer comme ça. Donc, Ok. pour vous dire là, je l'ai évoqué surtout sur le bassin du passé, on dispose d'éléments. C'est unique en Europe. Enfin, c'est un travail de si grande ampleur est unique en Europe. C'est le projet Explore 2. Alors, pour Explore 2, c'est puisqu'il y avait précédemment Explore 2070 qu'on a exploité. Je vais vous présenter quelques éléments aussi de ce projet précédent. Mais ce projet-là, il est vraiment hyper structurant pour notre politique de l'eau. Projet piloté par INRAE avec un grand consortium de labos, avec vraiment bon, la plupart des hydrologues en France, beaucoup de climatologues aussi impliqués, et donc qui a visé à donner une idée des évolutions de débit et tout un tas d'autres indicateurs pour le 21e siècle. Donc on a plein d'informations. Donc je commente un petit peu le graphique qu'on a sur le côté pour vous expliquer un peu comment ils ont travaillé. Donc ils avaient les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc là, le travail tel qu'il a été fait initialement, il y avait donc les RCP, vous connaissez sûrement, qui aujourd'hui est remplacé par la traque. On ne se questionne plus sur le RCP qu'on prend, plutôt avec à forte émission, plutôt faire avec faible émission. On prend la traque et donc Explore 2, les chercheurs du projet Explore 2, on refait le travail avec la traque. Donc pour nous, c'est très confortable. On a du coup un seul scénario climatique à prendre. Néanmoins, il reste qu'il y a plusieurs modèles climatiques globaux qui sont exploités, plusieurs modèles régionaux, plusieurs modèles hydrologiques. Et donc, vous imaginez, à chaque fois qu'on ajoute cette strate de modèles, on ajoute des résultats différents, potentiellement un faisceau en fait de modèles. Vous allez voir que du coup, on peut retrouver des résultats très différents selon le couplage de modèles qu'on utilise. Alors, c'est comme un travail très très précieux. Néanmoins, il y a quelques limites. Bon, bah, évidemment, c'est des projections et pas des prédictions. Ils peuvent pas nous dire exactement quel sera le débit de tel cours d'eau à horizon 2100. Il y a des incertitudes, mais ils nous ont proposé une méthode et puis on a un peu complété pour le rendre plus utilisable. Toutes les données dont je vais parler ensuite sont par rapport à une période de référence, c'est 76-2005, donc une période longue de 30 ans afin d'avoir une période où on pouvait constituer des moyennes. Donc une année, on ne sait pas si on est dans une année avec la variabilité climatique qui est sèche ou humide, donc du coup, cette période plus longue permet d'avoir une référence. Et puis, c'est uniquement des débits naturalisés. On voit bien, on voit pas très bien, là, il y a action humaine, un des carrés. Ben, Explore, dans le cadre du projet Explore 2, ça n'a pas été utilisé. Pourquoi Ce que le consortium a cherché à montrer, c'est uniquement les effets du changement climatique. Donc, ils ont naturalisé les débits, ils ont fait les projections, et donc le delta qui existait entre les débits naturalisés d'aujourd'hui et les débits futurs, eh ben, on peut se dire, c'est un peu comme avec les stations taux influencées, c'est de l'effet du changement climatique. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Les premières données étaient assez difficiles à manipuler, mais il y a eu de gros efforts, et donc on a aujourd'hui toute une fourchette de données disponibles. Alors tout ça, c'est gratuit et en ligne. On peut avoir accès à des données très complexes qui sont plutôt dédiées à des bureaux d'études, donc télécharger des gros jeux de données. Mais il y a également tout un tas de solutions, de services climatiques qui permettent d'avoir facilement accès à des données. Je vous montrerai à la fin de la présentation tout un tas d'outils qu'on peut facilement exploiter en quelques clics. On a de l'information vraiment de qualité sur les impacts du changement climatique. Alors, qu'est-ce que ça nous donne comme résultat? Euh, bon, pas des très bonnes nouvelles pour notre bassin. Euh, Puisque le rapport nous signale que le bassin d'Eau-Garonne est un des hotspots du changement climatique. Et là, vous avez sous les yeux quatre cartes. Chaque point correspond à un point simulé dans le cadre d'Explore 2. Et donc, plus le point est sombre, tend vers le vert, plus on va assister à une hausse des débits, plus il tend vers le orange, plus on va vers une baisse des débits. Donc là, ce qu'on a sous les yeux, c'est les débits par saison. Donc on a décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Et donc, vous assistez à enfin, vraiment une France qui est coupée en deux, avec une France qui va connaître potentiellement des hausses de débit et une France au sud qui va connaître des baisses de débit.
Et petite difficulté supplémentaire sur le bassin, vous voyez que même en hiver, on connaîtra des baisses de débit en plaine. C'est particulièrement problématique. Je vais vous dire après pourquoi. Mais donc déjà, voilà, vous avez sous les yeux quelques chiffres clés à cet horizon 2100, donc il donne un peu une idée de l'ampleur du changement climatique. Euh, et vous dire également que tout ça, ça s'accompagne d'un phénomène de méditerranéisation avec tout ce que ça peut comporter comme évolution climatique. Et bien évidemment, ça fait partie des grandes conclusions du rapport, hein, c'est que la gestion d'aujourd'hui ne pourra pas être celle de demain et qu'il y aura des impacts majeurs sur les usages, la qualité de l'eau, les écosystèmes. Donc il y a une nécessité de s'emparer de ce sujet et donc de s'adapter. Pourquoi je vous disais que c'était particulièrement problématique le fait d'avoir des baisses de débit en hiver? Alors c'est une information qu'on a eue grâce à Export 2, qu'on n'avait pas dans Export 2070, c'est que en même temps qu'on a cette baisse de débit, on a également notre château d'eau naturel, tout cet enneigement qu'on a dans les Pyrénées, qui va progressivement disparaître, puisque là, vous avez sous les yeux deux cartes qui sont peut-être un peu complexes, qui nous présentent les types de régimes hydrologiques de nos cours d'eau, et donc en vert, plutôt des cours d'eau avec un régime pluvial, et puis en bleu, plutôt nival, donc des cours d'eau qui sont alimentés par l'enneigement, et donc des zones où il y a beaucoup d'enneigement. Et vous voyez sur les Pyrénées, du coup, des cours d'eau qui basculent en régime pluvial. Ce que ça veut dire, c'est qu'on aura nettement moins d'enneigement. Et malgré le fait que du coup, on aura beaucoup plus de précipitations sous forme liquide en hiver, on aura tout de même une baisse de débit, une evapotranspiration plus importante, etc. Tout un tas de phénomènes. Donc c'est une assez mauvaise nouvelle, hein, et ça conditionne forcément aussi les types de solutions qu'on peut envisager. Donc, du coup, très structurante pour les connaissances. Je voulais aussi vous dire que ce dont on dispose, et bien sûr, toutes ces informations-là, c'est des choses soit sont déjà disponibles en ligne sur le site d'Explore 2, soit des choses que nous, à l'agence, on va mettre en ligne. Bien sûr, on est sur un processus, hein, on ne passe pas de l'état d'aujourd'hui à l'état 2100, euh, et on a, grâce au travail réalisé, des productions à différentes échéances. Donc là, vous avez l'évolution des débits d'étiage avec le capteur BCM10 sur le bassin. C'est pas de la Loire, parce que moi, c'est le bassin de Garonne. Et donc, on voit bien cette aggravation tout au long du XXIe siècle, hein, avec vraiment des débits à l'étiage qui sont très faibles en 2100. Encore une fois, hein, par rapport à la période de référence, sans tenir compte des usages, euh, donc avec des évolutions qui pourraient être moins avec une meilleure gestion ou pire, avec une plus mauvaise gestion de ces émissions. Euh, voilà d'autres indicateurs qui sont également disponibles grâce à Explore 2. Donc là, vous avez les débits annuels, avec un autre indicateur des tiers, QMNA5, l'évolution des températures, c'est une météo France qui a fait cette carte-là, et les précipitations estivales également. Donc, bon, que je commente rapidement, il y a un peu d'écho là. Donc, vous voyez, il y a un delta hein, quand même entre les débits annuels moyens et les débits d'étiage sur le nord du bassin, par exemple, hein. Et donc, si vous prenez la Charente, par exemple, eh bien, on peut voir que la Charente, qui se situe vraiment à cette jonction entre la France plus humide et la France plus sèche, aura des débits annuels moyens à horizon 2050 qui sont plus importants qu'aujourd'hui, mais des débits d'étiage plus sévères. Donc, en fait, une variation plus importante est forcément quelque chose à gérer et qui peut être problématique. Sur les températures estivales, deux phénomènes à voir, hein, c'est que la chaîne pyrénéenne se réchauffe plus vite, c'est particulièrement frappant sur les cartes d'horizon 2100, quand on atteint des plus 7 degrés de température estivale. C'est particulièrement dû à moins d'effets d'albédo, moins de neige, donc, moins de blanc, plus de noir, donc du coup, forcément plus de réchauffement. Puis des précipitations estivales qui sont plus faibles. On a encore une fois là, c'est ce contraste qu'on voit entre des annuels moyens et des d'étiage, des précipitations hivernales qui sont plus importantes que des précipitations estivales. Maintenant, quelque chose que je voulais vous montrer, qui est un peu plus interactif. Euh, mais avant ça, je voulais introduire une idée. Euh, Quand je vous ai parlé des différents coupes de modèles avec Explore 2, en
fait, il y en a 68. Ça veut dire que pour chaque cours d'eau, chaque point que je vous ai montré là sur les cartes, il y a 68 résultats. Et sachant qu'il y a des variations qui peuvent être très importantes, on peut avoir des baisses de débit qui peuvent parler pour certains modèles de l'ordre de quelques pourcents et pour d'autres qui vont atteindre 50%. Donc, ce que le consortium de chercheurs a décidé de faire, ils ont fait ce qu'ils ont appelé des narratifs, et vous en avez quatre sous les yeux. En fait, c'est une sélection de modèles. Vous avez, si vous lisez la CNRM, c'est comment c'est les noms des différents modèles utilisés. Vous avez des cours de modèles là, qui ont été sélectionnés parce que représentatifs d'un futur possible. Ils ne sont pas en mesure de me dire quel est le narratif, quel est le modèle qui donne les résultats les plus probables, ils sont les plus probables. Donc, ces quatre résultats ont les mêmes degrés de possibilité de se réaliser. Et donc, ils nous donnent un peu une fourchette des évolutions possibles. Donc, ils ont fait ce travail-là. Donc, c'est les quatre couleurs qu'on a ici. Et il y a un travail supplémentaire qui a été réalisé, c'est Explorer Music. Alors, malheureusement, la TC, ça passe pas bien, mais je vais quand même vous montrer euh, une évolution possible, c'est une modélisation de ce que pourraient être les cours d'eau, l'évolution des débits pour la Garonne à la Magister. Alors, je vais basculer sur le site. Donc, je vous inviterai du coup à aller faire un tour sur le site pour avoir le son. Euh, mais là, je vais me contenter de commenter. Donc, c'est ce que pourrait être chacune correspond à une année, où c'est un peu l'évolution qu'on peut connaître des pays sur la Garonne et le Magister, surtout le XIXe siècle. En bleu, donc des pays qui vont être supérieurs à la moyenne, et en jaune, des pays qui pourraient être inférieurs à la moyenne. Plus la barre est haute, plus la baisse ou la hausse. Alors, on ne voit pas l'animation Mince, vous de voyez mon quoi? côté. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez du coup? On voit encore la présentation, mais en petit format, comme si elle allait être dans la Ok. présentation. Ouais. Peut-être que vous avez partagé que Ouais, l'écran. bah, ouais, j'étais trop pressé. Je vais reprendre. Bah, juste, j'en profite là du coup. Est-ce que jusqu'à présent ça va? Il y a des questions. Il y a 35 questions dans le chat, non? Il y avait une question sur les acronymes des débits annuels, QA, QMMA, Ouais, ça. tu as que débit annuel moyen. QMLA5, c'est le débit mensuel d'étiage en gros. On peut retrouver une année sur 5. Euh, donc, alors, est-ce que c'est bon là? Vous le voyez? Là, on voit, oui, Oui. parfait. Donc, bien sûr, c'est une simulation, hein. Ça ne prédit pas les débits qu'on va avoir sur. Voilà, bon, moi j'ai eu le son, vous ne l'avez pas eu, mais donc c'est sympa à écouter avec ça. Je voulais vous dire trois choses là-dessus. Bon, la première, c'est que on va conserver une variabilité climatique naturelle. C'est pas parce qu'il y a un changement climatique qu'on a une tendance lourde et plus du tout d'années humides et d'années plus sèches. Alors ça, c'est quelque chose qu'on va continuer d'avoir. Euh, que vous dire bah, également, bien sûr, là, il y a ce phénomène tendanciel que j'ai déjà présenté avec les cartes qu'on voit très bien. Si vous regardez le début du siècle et la fin, il y a des phénomènes de baisse de débit qui sont plus importants. Et quelque chose aussi qui est fondamental, et qui aujourd'hui est encore un peu sous-exploité dans les résultats d'Explore 2, c'est qu'on connaîtra des sécheresses pluriannuelles de plus en plus fréquentes. Alors, si vous regardez dans le rapport du GIEC, par exemple, il présente à l'horizon, enfin, pour l'Europe, à l'horizon 2100, des sécheresses pluriannuelles qui pourraient être de 9 années consécutives. Vous voyez un peu ce qui s'est passé dans les Pyrénées orientales, il faut l'imaginer sur 9 années.
potentiellement, c'est un phénomène qu'on pourra connaître. Alors, les chercheurs d'Explore 2 là, vont y travailler cette année, pas l'année prochaine. Euh, et donc, on aura ces informations-là à disposition. Donc, le risque d'occurrence de sécheresse, je vais- voilà, je reviens à la présentation. Euh, pour vous dire que, donc, je vous ai bien dit, hein, dans les Reptile Explorer 2, on n'a pas du tout les aspects usages qui sont pris en compte. Bon, c'est juste, là, je fais une petite parenthèse, il y a un rapport qui a été réalisé par France Stratégie, qui est maintenant le haut commissaire à la stratégie et au plan, qui a produit un travail de prospective, donc en simulant différentes évolutions des usages. Ce que ça pourrait donner. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais si après il y a des questions, je pourrais plus préciser ce qu'on y retrouve. C'est juste pour vous signaler qu'il y a ce genre de travaux qui existent et que Garante 2050, dont vous avez peut-être entendu parler, était aussi basé là-dessus, hein. C'est un travail de prospective et qui avait permis d'estimer les déficits qu'on connaîtrait en 2050 en imaginant des évolutions des usages. Alors, c'était plutôt à usage constant et à objectifs environnementaux constants. On bascule d'un déficit actuel de l'ordre de 200, 250 millions de mètres cubes à plutôt 1,2 milliard à horizon 2050. Donc, pour un déficit très important, c'est quelque chose qu'on va réactualiser également afin d'affiner ces résultats avec Explore 2, puisque ça a été réalisé avec Explore 2060. Donc, c'est pareil, je passe vite, mais s'il y a des questions, je peux y revenir. Pour dire également les conséquences sur les écosystèmes, qui sont évidemment majeures, j'ai repris ici une partie du texte que vous retrouvez dans le complément PACC, qui a été rédigé par le membre du conseil scientifique qui sont écologues, donc bon, voilà, qui nous signale des dommages considérables potentiellement, mais également une idée, alors je vais le dire avec mes mots, c'est sûrement bien plus subtil que ça, euh, qu'il y a une nécessité, en tout cas en termes de gestion, à envisager la gestion plutôt par fonctionnalité écologique, plutôt qu'une gestion de type patrimonial. Donc plus s'interroger, est-ce qu'on a des écosystèmes qui vont conserver des fonctionnalités, de nombreuses fonctionnalités, plutôt que de s'attacher du coup à des espèces patrimoniales. Alors, ça fait l'objet de longs débats, hein, mais c'était un peu l'idée qu'on pouvait retrouver ici dans cette proposition du Conseil scientifique. Sur la qualité de l'eau également, des impacts importants, mais je vais y revenir puisque je vais vous présenter une carte sur cet enjeu. Et donc, bah, les problématiques de dilution, de haute température, de moins d'oxygène des sources, une dégradation de la qualité de l'eau qui est également importante sur le bassin, les risques d'eutrophisation de l'eau. Et pour vous résumer ça rapidement, là, c'est surtout des données fondées sur le précédent BACC, mais voilà un peu une vision globale de ce que ça peut générer sur le bassin, hein. Donc, on a ces émissions de gaz à effet de serre qui font évoluer les températures avec tout un tas de conséquences en chaîne. Et évidemment, la nécessité de s'en emparer pour gérer tout ça. Donc, il y a un plan d'adaptation au changement climatique qui avait fait suite à l'IR en 2050 pour proposer un tas de mesures. Je passe un peu vite parce que je vois que je suis un peu en retard sur mes slides, mais évidemment, comme je l'ai dit, je reviens si nécessaire. Et vous dire que pour rendre ça plus accessible, vous voyez, on a les données Explore 2 à une maille un peu large, mais je vous ai dit, ça ne prend pas du tout en compte les usages. Alors, ce qu'on a fait, en se basant sur une méthodologie qui est GIEC, en gros, hein, c'est de diagnostiquer la vulnérabilité, c'est-à-dire la propension de notre territoire à être affecté négativement par le changement climatique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris, vous pouvez regarder là ce qui s'appelle l'approche conceptuelle, on a qualifié l'exposition au changement climatique, c'est l'intensité du changement climatique sur le territoire. On a classé de 1 à 5 en fonction, par exemple, de la baisse des débits, de la hausse de température. Et puis, un facteur de sensibilité, c'est des enjeux déjà actuels. Une manière un peu de se le représenter, c'est pas pareil quand il y a un pic de pollution, si vous êtes asthmatique ou pas. Bon, ben voilà, si vous êtes asthmatique, vous êtes particulièrement sensible, et le pic de pollution, ce serait l'exposition. Une manière de se représenter, c'est un espace densément peuplé,
une sensibilité élevée, tandis qu'un espace complètement désertique, c'est pas le cas. Donc, on imagine bien que un, un événement extrême va pas affecter de la même manière un territoire densément peuplé que non. Ben voilà, c'est un peu le raisonnement qui est à la source de ce graphique et puis de ce travail, sachant ce qu'on a fait pour des raisons de commodité, hein, c'est que on a pris des enjeux actuels, on n'a pas projeté les enjeux. On aurait pu prendre par exemple les évolutions de population, l'évolution des usages, etc. Mais c'est des exercices particulièrement complexes. Et donc on a juste fait une sorte de translation. On prend notre territoire actuellement. Qu'est-ce qui se fait si on projette en 2050, avec le climat 2050? Qu'est-ce qui se passe si on projette en 2100? Ce travail, il est fait à l'échelle des bassins versants de gestion. C'est la carte qui est juste en dessous, il y en a 143 sur le bassin. Et donc, pour chaque bassin versant de gestion, il y a un score de vulnérabilité. Vous voyez, il y a 5 couleurs de vulnérabilité, donc un score compris entre 1 et 5. Ces cartes sont réalisées, ou en cours de réalisation, il y a encore des ajustements, donc ils sont un peu représentatifs des enjeux de l'eau sur le bassin. Je vais vous en montrer quelques-unes. Mais je vais peut-être passer vite là-dessus. C'est juste pour vous préciser un peu plus la méthode relative à la détérioration de la qualité de l'eau, puisque je vais faire un petit focus sur cette carte-là. Donc, vous voyez, on croise un facteur de sensibilité, et là, c'est la proportion de masse d'eau surface en bon état qualitatif. Et puis, les indicateurs de débit, de durée d'étiage, et puis de température, donc les indicateurs climatiques. Vous voyez, on recroise ces deux paramètres et on a ces 5 couleurs du coup pour la carte. Donc, on obtient une première carte, je passe de sensibilité, elle est ici. Donc ça, c'est aujourd'hui, actuellement, voilà l'intensité des enjeux relatifs à la qualité. Donc, plus on est sur une zone verte foncée, plus il y a déjà peu de masse d'eau en bon état. Plus on est vers le blanc, plus il y a de masse d'eau en bon état. Donc, en suspectant en fait que là, on rajoute du changement climatique, ça va être encore plus dur du coup de reconquérir le bon état. Ce que ça nous donne, et c'est juste avec le changement climatique, hein, donc à l'usage constant. Vous voyez en fait la dégradation là, de la qualité de l'eau. Donc avec 2 degrés c'est 2030, 2,7 c'est 2050 et 4 degrés c'est 2100. Euh, bon, avec des enjeux qui vont devenir majeurs, sachant que jusqu'à horizon 2050, le facteur prédominant, c'est la température, le facteur prédominant qui dégrade la qualité de l'eau, c'est ça. Et il y a un basculement total après, avec à horizon 2100, le facteur principal qui détériore la qualité, c'est le débit des cours. Bon, du coup, tout un tas d'actions qui sont envisagées pour éviter de se retrouver dans les situations les plus critiques, hein, sachant que le niveau 5, on considère que c'est un niveau sévère, c'est particulièrement grave. On a le même genre de résultats pour l'aggravation de l'assèchement des sols, où là, ce qui est aussi assez inquiétant, hein, c'est que ce qui pourrait être aujourd'hui plus ou moins ce qu'on connaît, donc on va dire l'horizon 2030, la première carte, on a quelques bassins donc, qui sont de niveau 3, qui sont quelque part aujourd'hui l'exception, et vous voyez, à horizon 2100, ça devient la règle, hein, donc évidemment, ça va poser des questions sur la manière de combattre ce phénomène. Et puis donc, il y a tout un tas de cartes. Alors là, je l'ai mis en mode projet sur la disponibilité de surface. Elles sont pas achevées. Il y a encore beaucoup d'ajustements à produire. C'est un travail qu'on mène avec les chercheurs d'INRAE afin d'affiner ces résultats. À une échelle plus fine, donc tout ça, ça sera mis à disposition. À une échelle plus fine, ça nous permet de faire ce genre de travail. En fait, on fait un profil de bassin versant de gestion. On compare différents paramètres. On a donc son profil qui nous montre un peu là où c'est particulièrement critique. Bon, l'exemple que j'ai pris n'est pas particulièrement bien vu parce qu'il est problématique sur quasiment tous les, les enjeux. Euh, et donc, il y a un texte d'accompagnement qui permet un peu de le comprendre. Il y a 2 facteurs majeurs à comprendre là-dessus, hein. C'est si on a des bassins qui, dès 2030, sont déjà dans le niveau maximum, évidemment, s'ils sont en 5 en 2030, ils restent en 5 en 2050 et en 5 en 2100. Pourtant, c'est plus du tout le même risque. Donc là, il y a une alerte à poser sur les bassins qui sont déjà dans les vulnérabilités maximales. Et puis, le facteur, c'est de comparer entre la sensibilité actuelle et la vulnérabilité future, s'il y a des bassins qui ont des enjeux qui vont devenir importants, mais qui ne sont pas auxquels ils sont pas aujourd'hui. Et donc, de tenter d'anticiper ces risques avant qu'ils adviennent sur le bassin. Dernier élément qu'on met à disposition, c'est un outil qu'on a appelé robustesse climat. Alors, la robustesse climatique, c'est partie un peu du jargon aussi
qu'on peut retrouver dans les rapports du GIEC, hein, et c'est là, en gros, une évaluation de la capacité d'un projet, d'un territoire, enfin, peu importe, à conserver ses fonctionnalités essentielles malgré le changement climatique. Et là, ce qu'on propose comme travail, en fait, c'est de se dire, bah, vous avez vu, il y a les quatre narratifs proposés par le projet Explore 2. Ben, c'est de dire que pour un projet, enfin, pour un territoire, il faut qu'il y ait un questionnement pour le narratif le plus défavorable qu'on peut connaître. Et là, on demande, en gros, hein, c'est pour nos aides notamment, qu'il y ait des questionnements qui soient posés là-dessus, qu'il y ait un questionnement pour une projection moyenne. Et là, en fait, de dire, bah, est-ce que le projet conserve ses fonctions essentielles, nécessitant quelques ajustements. Et puis, on exige que les projets passent nécessairement la projection la plus favorable, puisque en gros, la projection la plus favorable, c'est plus ou moins la situation actuelle. Donc voilà, un peu, c'est une petite gymnastique intellectuelle, mais c'est pour vous dire un peu comment on gère l'incertitude. On ne veut pas, avec le changement climatique, simplement se dire, ce sera tel pourcentage de baisse de débit. C'est bien pour la présentation telle que je l'ai faite au début, mais quand on creuse plus localement, quand on cherche à mettre en place des actions, il est nécessaire de réintroduire ces réflexions sur l'incertitude et donc de tenir compte des variations potentielles et du faisceau de résultats. Donc voilà, comment on utilise ces cartes-là, je l'ai déjà un peu dit, hein, mais nous, ça nous permet d'identifier les hotspots, de faire des profils de territoire, d'engager une communication, et puis bien sûr, bah, c'est d'intégrer ces connaissances dans les documents de planification, notamment le SDAGE, et de voir les actions qu'on peut mettre en place. Donc, je suis un peu en retard, je pense, donc du coup, je vais passer vite, mais il y a différents niveaux, évidemment, d'adaptation qui sont envisagés. Il y a différents types de solutions. On n'en invente pas hein, avec l'adaptation au changement climatique, c'est déjà tout ce qu'on connaît comme solution, mais forcément, bah, elles sont envisagées de manière différente, à intensité différente aussi avec le changement climatique, un des facteurs majeurs, hein, c'est de se questionner aussi sur la flexibilité quelque part des solutions qu'on envisage. Par exemple, un intérêt d'une restauration de zone humide, on peut restaurer une zone humide. Certes, une zone humide, c'est vulnérable au changement climatique, mais une fois que cette zone humide aura perdu de ses fonctions ou sera plus une zone humide en raison du changement climatique, bon, on pourra tout à fait envisager une autre solution derrière. Et cette capacité-là, cette souplesse qu'il faut faire, elle est évidemment à prendre en compte dans les solutions qu'on peut envisager. Voilà, je termine, il reste deux slides. Donc, sur les différentes ressources, et là, c'est plus pour vous mettre ça à disposition. Si vous voulez après consulter le diaporama, vous avez plein d'éléments qui sont disponibles. Et pour vous dire, donc, on a un certain bassin très vulnérable. Donc, c'est pas un diagnostic qui est très plaisant. À chaque fois, c'est un peu plombant comme résultat. Néanmoins, il y a des moyens pour agir. Enfin, on a un plan d'adaptation qui est adopté depuis 2018. Il y a le SDAGE qui prend en compte tous ces éléments précédemment de précédents SDAGE. Et puis là, on est en train de travailler euh, sur le suivant. Et donc, on commence aussi à utiliser les cartes de vulnérabilité qui sont terminées. Et puis, on a un deuxième programme d'intervention entre 2025 et 2030 qui est largement focalisé sur le changement climatique. Et dernier point, c'est un peu pourquoi on fait tout ça également. Donc, on a eu un forum qu'on a organisé en septembre et qui faisait le lien entre eau et qualité de vie. Donc, bien sûr, bah, l'eau, matrice du vivant, ça, ils vont passer pour le savoir, mais c'est aussi la matrice de la qualité de vie dans les territoires. Entendu dans un sens très large, c'est évidemment du coup des écosystèmes, c'est des activités économiques, mais c'est aussi bah, toutes les activités de loisirs et les modes de vie, le bien-être qu'on peut ressentir dans le territoire. Donc, toutes ces actions d'adaptation, la finalité, c'est qu'on puisse continuer à bien vivre dans les territoires. Donc, voilà, donc on a des réflexions qui sont en cours, accompagnées aussi par le conseil scientifique, pour un peu mieux penser ces actions d'adaptation à travers cette vision de qualité de vie. Voilà, j'en ai terminé et je me tiens disponible pour les questions. Eh bien, bonjour. Donc, Joël Trémoulet, je suis directeur du syndicat Célélote Médian. Alors, je ne connais pas tout le monde, enfin, je connais pas grand monde en fait dans l'Assemblée, donc je ne sais pas exactement le public que j'ai. Donc, j'ai préparé une présentation donc à la demande de FNE. Merci d'avoir pensé à nous. Donc je proposais de faire déjà pour resituer ce que l'on fait, ce qu'on est un petit film qui permet de le faire de façon assez courte avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, si ça vous convient. Si Maëlys, tu peux l'envoyer. Ouais, alors j'étais en train de regarder pour partager mon écran entier. Hop, est-ce qu'on voit mon écran? Est-ce qu'il faut que je départage le mien? Je sais pas. Normalement, c'est bon, c'est le mien qui partage. Est-ce que vous voyez la petite vidéo ou pas? Moi non. Non. Non.
Je partage. Ici, on a l'écran. Ouais, vous avez. Alors, je la relance. Est-ce que vous voyez l'écran de la vidéo? Non, on voit actuellement l'écran de Joël, pas le Ah, vôtre. Non, on voit Il le y a une autre. syndicat, on voit le syndicat du bassin, c'est lui notre médian. ah. Et il faut peut-être que je arrête mon. Ah, si plusieurs participants peuvent partager, donc Alors, peut-être qu'il faut que vous arrêtiez le vôtre. je fais pause au mien, c'est ça? Non, pause, c'est autre chose. Arrêtez le partage en rouge. Alors, arrêtez le partage. Est-ce que là, on voit le mien du coup? Ah, Oui, on le voit. c'est bon. Ah. Je lance la petite vidéo, vous m'arrêtez s'il n'y a pas le son. Il n'y a pas le son. Ah, Le syndicat mixte du bassin Célé-Lot médian intervient sur le bassin versant du Célé et du Lot médian qui s'étale sur 3 départements, le Lot, le Cantal et l'Aveyron. Afin de répondre aux différents enjeux du bassin du Célé-Lot médian, le syndicat réalise des études, des travaux et des actions de sensibilisation en concertation avec l'ensemble des acteurs du territoire. Sur ce même territoire, le syndicat a mis en œuvre des suivis des milieux aquatiques et de la qualité de l'eau, lui permettant de mettre en place des programmes de restauration des milieux aquatiques et de lutte contre les pollutions diffuses, qu'elles soient d'origine domestique ou agricole. D'autre part, l'aménagement du territoire doit prendre en compte le risque inondation. Face à cette facette du changement climatique, le syndicat accompagne les collectivités qui permettent de protéger les zones urbanisées en aval. Il y a décalage le son, mais ça marche quand même. parfait. Alors, j'ai arrêté le partage. Du coup, moi, je l'ai remis. J'espère que ça marche. Ouais, c'est tout bon. Alors, là, je peux faire comme ça. Donc voilà, ça permet un peu d'avoir quelques images dynamiques, voilà, de matérialiser où est-ce qu'on travaille. Euh, alors, il faut que j'appuie là. Donc moi, voilà, ce que j'ai prévu, c'est de rappeler un peu comment on fonctionne, euh, faire quelques retours d'expérience avec les solutions fondées sur la nature, et puis après les discussions. Donc sur par rapport à le petit film, on l'a vu. Donc juste pour expliquer nous ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une carte de France avec un problème de qualité des deux eaux de baignade, et c'est la dynamique qui a été créée sur le bassin du Célé. Donc vous voyez, on est au nord de la région Occitanie, à cheval sur le Cantal et l'Aveyron, et pour un premier contrat de rivière qui a été mis en place, porté par l'association Vallée du Lot. Et pour aller plus loin, le syndicat à l'époque de la Rance et du Célé a été créé pour porter un SAGE, schéma d'aménagement et gestion des eaux, qui a été validé en 2012. Et suite à ce SAGE, eh bien, il y a eu des contrats de rivière sur le volet application du SAGE. Et en 2018, avec l'arrivée de la GEMAPI, notre territoire, on s'est agrandi sur la vallée du Lot, dans un souci de mutualisation. Et voilà, donc on a une histoire qui date à peu près donc de 25 ans. Ça pour expliquer que ce que l'on fait, voilà, ça met quand même un temps de gestation. Notre territoire, donc maintenant, on est sur la partie médiane du bassin du Lot et on est un syndicat de bassin assez classique, donc composé des EPCI, donc on en a 10 comme de quasi-communauté qu'on a à 100% ou 80% du Grand Figeac, un petit bout du Grand Cahors, et on est sur cinq masses d'eau, donc à l'intérieur de l'EPTB, établissement public territorial de bassin, du bassin du Lot, avec qui bien sûr on est partenaire. Donc on est sur deux régions, trois départements, donc des zones très rurales, 174 communes, moins de 100 000 habitants, et à peu près 2400 km de cours d'eau et autant de kilomètres carrés. Donc on est à la fois un syndicat euh, enfin, on a un syndicat relativement, enfin, assez grand, mais pas immense non plus. Voilà.
voilà, donc nous, pour évoquer le sujet, notre organisation, elle vise à répondre aux enjeux qui sont liés au changement climatique. Voilà, donc on travaille sur la préservation des milieux et c'est assez large, donc que ce soit les travaux en rivière, sur la question de la continuité écologique qui est un cas un peu spécifique, les plans d'eau qui sont aussi un cas spécifique, les zones humides et aussi les espèces, qu'elles soient remarquables ou envahissantes. Donc au cours du temps, finalement, on a agrégé de plus en plus de choses dans le terme milieu. Donc, il y a un volet gouvernance et communication que j'évoque aussi, même si on m'a demandé de parler sur le pratique, mais c'est quand même des volets qui sont assez indissociables. Et au travers de la gouvernance, eh bien, on porte, j'ai évoqué le SAGE sur la partie scellée, sur la partie load médian, donc là, on va lancer un contrat territorial qui évoluera peut-être en SAGE, et un volet sensibilisation qui nous permet de faire des jolis jeux de mots et de toucher des publics assez variés. Euh, voilà, et au travers de ces contrats, donc nous, si on a la compétence GEMAPI, gestion du milieu aquatique et prévention des inondations, avec les contrats de rivière et de SAGE, ça nous permet aussi d'aller sur d'autres champs, avec sur notre territoire, avoir une action globale à l'échelle du bassin versant, avec donc on a un suivi de la qualité des eaux, des pollutions, donc tout un travail sur les pollutions domestiques. Donc là, ce sont des maîtrises d'ouvrage qui ne sont pas faites par le syndicat, c'est les communes ou les syndicats de potable ou d'assainissement. Travaille même sur des pollutions industrielles. Euh, et voilà. Et donc, on a aussi un travail historique avec la profession agricole, qui est quand même qui possède une grande partie des surfaces et sur lesquelles on a quand même des enjeux importants. Voilà, donc j'évoquais sur l'avantage d'avoir un SAGE, un contrat de rivière, c'est par exemple sur la connaissance, où on travaille avec le parc des Causes du Quercy, qui est sur notre partie aval. Et travailler sur les étiages, sur l'eau potable. Et on a une spécificité, je l'évoque aussi, même si c'est pas directement association Fondation Nature, c'est les loisirs aquatiques. On a des baignades à eau naturelle et on a aussi du canoë. J'évoque cela parce que ça lie les milieux à une activité économique, et ce qui permet de sensibiliser les acteurs économiques et aussi les élus pour améliorer la qualité de l'eau, euh, en particulier pour ça. Je rentre un peu dans les retours d'expérience. Donc, on a un SAGE. Le SAGE, il regroupe, c'est vraiment l'outil roi, avec un volet réglementaire, un volet organisationnel, et on traite tous les sujets. Donc, chaque SAGE est appliqué à son propre territoire. Nous, on a un SAGE qui, au départ, est parti sur un problème de qualité de l'eau, on va dire bactériologique pour la baignade. Il est quand même très axé qualité de l'eau, mais on a aussi un aspect quantitatif, milieu naturel et usage. Donc, on n'a pas un SAGE monothématique. Pour préciser, donc on est en révision. Notre territoire, il est assez particulier. On a un territoire agricole, mais plutôt d'élevage extensif. Et on a aussi donc on est une zone assez touristique puisqu'on a le parc des Causes du Quercy sur la partie ouest. On a Saint-Cyr-la-Popie entre autres, Figeac aussi cité d'art et d'histoire et qui est très jolie. Et on a aussi la spécificité d'avoir un pôle aéronautique qui fait qu'on a aussi une économie et on n'est pas, on va dire, on n'a pas qu'une zone agricole ou qu'une zone industrielle. Voilà. Même si en s'agrandissant, on est sur le bassin, ancien bassin houiller de Casseville, on a quand même un territoire qui a différentes dynamiques. Voilà, donc on a une déclinaison du SAGE qui est en cours de révision. Et donc dans la révision actuelle, l'aspect changement climatique est vraiment rentré, alors qu'il n'était pas du tout le cas. Il a été validé en 2012, ça veut dire que l'état des lieux diagnostic datait des années 2000. Donc le SAGE, un volet réglementaire, un volet opérationnel qui se décline en contrat de rivière. Donc là, on achève le second contrat de rivière du SAGE, donc 2020-2024, qu'on va présenter la synthèse en commission locale de l'eau, comité de rivière la semaine prochaine. Et on va proposer un nouveau contrat qui, a priori, voilà, c'est les outils de l'agence de l'eau, qui s'appelle le contrat eau et milieu. Et je trouve que le terme ne serait-ce plus clair que le terme de contrat de rivière, hein, ouais, qui intègre bien ces enjeux, changement climatique et crise de la biodiversité qu'on n'a peut-être pas assez parlé. Avant d'arriver dans du détail de chantier évoqué dans le retour d'expérience, si on veut travailler sur l'eau, il faut travailler à toutes les échelles. Et j'évoquais l'agriculture, mais aussi l'aspect urbanisme est très important. Et prendre un exemple, le SCOT et le PLUI du Grand Figeac, et qui est assez intéressant, avec qui on a bien travaillé. Il faut dire aussi qu'on a des élus qui sont très engagés, qui sont en commun.
Et la prise en compte de l'eau est assez intéressante dans ce SCOT. C'est pas forcément le cas de tous les SCOT, même que l'on a sur notre territoire, mais avec les zones humides, les zones par rapport aux inondations, mais aussi des espaces boisés classés, voire même des haies. Donc l'enjeu foncier est un enjeu important. Donc nous, comme tous les syndicats de bassins versants, de rivières, donc on a des plans pluriannuels de gestion des milieux aquatiques, donc qui au départ étaient vraiment très axés sur l'entretien des berges. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus large. Ces programmes pluriannuels qui sont sous déclaration d'intérêt général nous permettent de faire des travaux sur terrain privé, de drainer de l'argent public sur ces terrains publics, sur ces terrains privés, pardon, bien sûr dans l'intérêt général, donc avec une logique de sécurité et aussi une logique, bien sûr, de milieu. Donc, si avant on s'intéressait, les PPG s'intéressaient surtout aux berges, maintenant il y a toutes ces notions de continuité écologique, plan d'eau, zone humide et hydromorphologie. Et donc, on passe on va dire, d'un linéaire de cours d'eau à un surfacique, donc à travailler à l'échelle du bassin versant. Pour donner des exemples, donc la mise en défense, c'est un point important chez nous, puisqu'il était démontré que l'impact du bétail sur la qualité de l'eau était importante, d'où une règle qui est la non-divagation des animaux au cours d'eau. Donc on a un règlement qui s'impose aux tiers, donc le SAGE s'impose aux collectivités et administrations, et ce règlement s'impose à tout à chacun. Et cette règle du SAGE nous permet de mettre en place des programmes d'action pour éviter qu'on ait des zones d'érosion, de déstabilisation et que les animaux aient faire leurs besoins dans les cours d'eau. Et voilà donc quelques exemples d'aménagement des pompes de pâture, des accès sur les zones limitées et voire des systèmes des systèmes solaires de pompes. Donc, on a eu un travail global, donc un gros travail d'inventaire. Après ce travail d'inventaire, il y a eu une évaluation avec la profession agricole, histoire de savoir est-ce que l'endroit où on a des accès directs, est-ce qu'il y a une vache de temps en temps ou un gros troupeau qui y est tout le temps. Ce qui a permis, en fait, en le croisant avec les enjeux qui sont la baignade, l'eau potable et les espèces remarquables, de pouvoir cibler les endroits prioritaires. Donc ça, c'est une action qu'on fait depuis longtemps, qu'on continue. Et pour donner un exemple concret, on a travaillé pour un syndicat d'eau potable en délégation de maîtrise d'ouvrage. Donc même si on a 10 communautés communes, dans nos statuts, on peut intervenir pour différents types de collectivités en délégation de maîtrise d'ouvrage ou en appui technique. Donc là, on a mis en défense sur plus de 3,5 km. Donc et donc en faisant des mesures avant après, on voit clairement l'effet de ce type de travaux sur la qualité de l'eau. Et donc qui est bien sûr mieux pour les milieux. Donc, les travaux sur la continuité écologique, alors voilà, je ne connaissais pas tout le monde. Juste un simple rappel, c'est des notions, tout ça, c'est des notions assez récentes. Donc, moi, je suis arrivé ici, je suis passé par le karst, donc pareil sur des choses un peu des niches. Mais en arrivant sur les eaux de surface, j'ai découvert que tout ce qui était hydromorpho, c'était quand même une science très récente et qu'on a des gens qui sont très bons en hydraulique, on a des très bons naturalistes. Et quand on travaille finalement dans les rivières, on est à la croisée des chemins et c'est pas si évident en termes de culture, même pour des scientifiques. Donc voilà, en gros, c'est ce schéma qui dit que comme a été évoqué la dame tout à l'heure, garder l'eau, c'est pas toujours la meilleure solution puisqu'on la réchauffe. Elle est chaude au-dessus, au fond, elle manque d'oxygène et on donne de l'énergie potentielle en haut du seuil, ce qui fait qu'on a de l'érosion et de l'incision des cours d'eau et donc on fait descendre la nappe et ce qui donc on a que des aspects assez négatifs. On peut avoir des aspects positifs, on peut faire de l'énergie, hein, mais quand on a un potentiel intéressant, ce qui n'est pas vraiment le cas chez nous. On n'a pas les barrages du Lot amont ou de la Truyère. Donc, on a eu un gros programme hein, qui a été mené sur notre territoire parce qu'on a des cours d'eau classés. On fait partie voilà, les cours d'eau qui sont enfoncés font partie des 10% des cours d'eau français classés. Donc là, c'est un peu le débat qu'il y a eu tout à l'heure. Hein. Et il y a un constat avec de gros problèmes. Et voilà, donc la solution, c'est un peu comme les 10% d'économie d'eau dans le plan d'eau. Donc là, on s'intéresse sur 10% des cours d'eau et sur ces 10%, on va essayer d'avancer. Donc on a quand même réussi à décloisonner une bonne partie de notre bassin sur la partie scellée, avec différents types de solutions hein, qui sont de l'aménagement jusqu'à l'effacement et des solutions intermédiaires. Donc à peu près un tiers de chaque type de solution. Donc là, c'est un exemple sur un captage d'eau potable en rivière. Donc une mise aux normes pour permettre
aux piscicoles de remonter. Donc, sur ce type d'action, on accompagne le gestionnaire du captage et on en profite pour mettre une station de mesure des débits, mesure de température, qui nous permet d'avoir des données sur les crues, mais aussi sur le suivi des étiages. Et ces données sont très importantes. On fait partie des comités de ressources en eau qui définissent les arrêtés sécheresse d'été. Et donc, ce type de données est très, très intéressante pour avoir une gestion un peu meilleure qu'elle n'était jusqu'à encore peu de temps. Des exemples, donc à droite, vous avez un seuil qui était sans usage. Donc là, c'était il y a 2-3 ans. Donc avec un effacement, on a sur ce site-là, on a un suivi avec l'OFB qui a permis voilà de montrer l'intérêt de ce type de travaux et avoir un suivi dans le temps pour regarder l'évolution des espèces. D'autres types de travaux, à gauche, vous avez sur une rivière qui est dans les Causses du Quercy, où on a un cours d'eau, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais qui était rectifié, surélevé, qu'on a remis. Donc après, on a recréé le méandre. Il s'est calculé pour que quand l'eau monte, on aille dans la zone humide, rive droite, et qu'il fasse une zone d'expansion de crue fonctionnelle et qui écrète les crues. Donc suite à ces travaux, dès l'été suivant, en mois de juillet, on avait de l'eau qui coulait dans le village qui est juste en aval, ce qui n'était pas le cas avant qu'on fasse ce type de travaux, qu'on fasse ces travaux-là. Maintenant, on travaille sur la zone en amont sur des zones humides en amont de ce territoire-là. Au milieu, c'est sur un cours d'eau que l'on a sur Morse, où on a à peu près 2 heures entre l'arrivée de la pluie et le ruissellement et les inondations dans un lotissement qui a été mis en creux et sur lequel on a d'abord travaillé sur l'amont pour retrouver une zone d'expansion de crue, refaire de la recharge pour limiter l'incision. Et après, on a travaillé sur la partie aval en refaisant la digue qui protège ce lotissement, en reculant la digue pour laisser de l'espace à la rivière. Un autre type de travaux que l'on a mené, là, je souhaitais vous le montrer pour dire que voilà, on a des zones très agricoles, on va dire très naturelles, mais on a aussi là, on est dans l'ancien bassin minier de Decazeville. Même en ville, il y a des choses à faire. Donc là, on a enlevé tout ce qui était béton et on a diversifié les écoulements et on travaille aussi retrouver un lit moyen pour les crues. Donc on travaille toujours sur les deux aspects et on a mis aussi il y a un petit sentier au-dessus avec des petits panneaux de sensibilisation pour expliquer ce que l'on a fait. Un peu plus en aval, sur la même zone, donc sur ce territoire-là, on a des cours d'eau qui sont très anthropisés. Et ça, c'est d'ailleurs assez compliqué parce que c'est souvent les remblais, ça sort des mines. Donc on a des soucis parfois de nature des matériaux que l'on sort. Donc là, on a créé, pour ceux qui connaissent pas, ce qu'on appelle une risberne, en fait, une banquette qui permet qu'en basse eau, on a un lit, on a moins de surface au soleil et quand l'eau monte, elle va sur la banquette. On a une section d'écoulement intéressante et on diversifie les écoulements. Et donc, on écrète les crues et on ralentit l'arrivée de l'étiage. Et donc là, on est vraiment en grande zone urbaine. Donc là, on a fait ce secteur-là en 2021. Et là, on fait la partie en aval. On va avoir, et on aura une troisième tranche en amont sur toute la traversée de Vivier de Caseville. Un autre type d'exemple, donc là on est sur Ozitz, sur une petite communauté de communes, celle de Rignac, qui n'a pas énormément de moyens financiers, mais on a réussi à monter ce beau projet et la mairie en a profité en même temps pour faire refaire son centre-bourg. Avec le même principe, une risberne, et donc avant c'était tout bétonné. Donc on a fait de la désimperméabilisation. Pour des questions de maintien à droite, on a la mairie en haut à droite. On a fait quand même une partie, on a quand même un mur, mais on diversifie aussi les écoulements et moins de réchauffement de ce même type de projet que l'on a pu faire parce que les élus qui sont sur ce secteur-là ont vu les travaux qu'on avait fait précédemment sur les diapos que j'ai montrés juste avant. Pour bien dire que chaque projet est intéressant, mais en plus, il peut permettre d'ouvrir des portes et de nourrir d'autres projets. Pour faire un zoom plus sur des solutions fondées sur la nature, voilà, ces solutions, vous les connaissez certainement, les actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer les écosystèmes naturels ou modifier pour relever directement les défis de société de manière efficace et adaptative
tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. La phrase est un peu longue, mais voilà, parce que quand on dit solutions fondées sur la nature, voilà, son nom dit ce qu'il dit, c'est qu'on va se baser sur la nature. Mais derrière, ce terme-là, défini par l'UICN, a un cadre assez précis. Ce que j'ai montré avant, on peut quand même un peu le mettre dedans, mais là, je voulais évoquer des cas beaucoup plus typiques des solutions fondées sur la nature. Donc, qui visent le stockage de carbone, régulation hydrologique, une agriculture durable avec, si possible, des sols, en tous les cas, éviter, limiter l'érosion, et aussi un aspect biodiversité. Donc, ça répond au changement climatique, mais pas que, aussi aux risques naturels, l'eau potable, la sécurité publique et la biodiversité. Donc, on a la chance d'avoir un programme d'action et de prévention des inondations. Donc, il y avait l'agence de l'eau avant. Donc, on a la chance d'avoir l'agence de l'eau qui est notre premier financeur. J'aurais dû commencer par là. Et donc, on a un papier à l'échelle du bassin du Lot. Et sur notre territoire, on est maître d'ouvrage de pas mal d'actions. Donc, il y a des actions sur les haies, des actions voilà, qui sont plutôt sur des solutions assez dures. On a quand même assez insisté pour avoir des solutions qui sont clairement pas celles qui sont le plus coûteuses, et en particulier sur les actions sur les haies, sur les zones humides, et qui ont très bien marché en fait. Donc là, on a quelques exemples de haies brise crue. Donc deux types de haies, celle dans la vallée du Lot, des haies pardon, perpendiculaires à la rivière, ou alors plutôt en tête de bassin pour limiter l'érosion voilà, sur la tête de bassin. Là, c'est sur la partie aveyronnaise, Almont-les-Genies, et je reviendrai un petit peu tout à l'heure. Et avec toujours pareil, on fait des travaux, on essaie de sensibiliser, on met des panneaux pour qu'ils restent, on essaie de venir des écoles, des élus, et aussi d'associer, faire les travaux aussi avec des gens du coin pour qu'ils approprient tout cela. Sur les solutions fondées sur la nature, on a aussi eu la chance d'être retenu un appel à projet de l'Agence de l'eau. Donc là, vous avez une carte à droite et tout ce qui est en vert, ce sont les zones humides que l'on a inventoriées. Donc on a la chance d'avoir une cellule assistance technique zone humide en régie dans notre syndicat. Alors sur la partie ouest, si c'est très blanc, c'est pas parce que on n'y est pas allé voir s'il y avait des zones humides, c'est qu'on est sur le territoire des Causses du Quercy. Donc là, l'eau, elle est souterraine. Quand il pleut, ça s'infiltre. Il y a du stockage qui se fait en dessous. C'est intéressant aussi. Moins c'est sûr, il y a moins de zones humides et biodiversité qui y est associée. Vous avez en rouge les endroits où on a candidaté et retenu. Donc on en a un petit peu partout sur le bassin. Et là, à Source de Lomont, qui sont sur la partie est, que je vais un petit peu détailler. Donc on a 21 sites. Donc, avec environ 10 hectares de zones humides créées ou restaurées 14 hectares, 4 hectares de plus. Voilà, des zones humides aussi préservées, il y a aussi cet aspect de préservation. Et on va jusqu'à même de l'acquisition de zones humides. Là, c'est un peu pour donner des images illustrées sur ce qui peut être fait. Donc, il y a du débroussaillage, de la fauche, du girobroyage. Donc, on met quand même des engins mécaniques. Il faut pas imaginer qu'il y a que, voilà, on fait que des choses simples. Donc là, entre parenthèses, donc on a pris une pelle mécanique à gauche, à Balaguer-Dolt, mais on a aussi pris un avocat, puisqu'on a été attaqué par deux riverains qui trouvaient qu'une mare allait amener des batraciens du bruit. Le juge administratif a considéré que au niveau de leur moulin, ils avaient un bief qui faisait à peu près 20 fois la taille des mares et que donc c'était pas recevable. Mais c'est vrai que ça d'ailleurs c'est des coûts, c'est du temps perdu. Et donc il faut bien expliquer pour que les gens s'approprient. Mais là pareil, on a eu un maire, un conseil municipal très engagé sur ce projet et on est en train de valoriser ce site-là. Donc, il y a la réouverture de milieu, du retrait de remblais en zone humide, de la restauration hydrologique. Donc, on neutralise des fossés. On a des cours d'eau comme partout rectifiés, déplacés. Donc, on les remet dans le point bas. Mais sur un cours d'eau qui est un peu perché, l'été, l'eau veut revenir au point bas, ce qui fait que on a des cours d'eau qui s'assèchent. En remettant dans le talweg, il y a de l'eau plus longtemps. Et aussi faire de la recherche granulométrique pour recréer quand même une petite nappe d'accompagnement et remettre en eau des zones humides. Voilà. Et on a aussi la création de zones humides tampons. C'est un aspect aussi intéressant. Donc à
Cairol, on a, par exemple, de lotissement, on peut avoir par exemple, des champs de maïs et on sait on a une dégradation quand même plus de 80% lorsqu'on a une zone tampon, ne serait-ce que de 10 mètres en bas des champs de maïs. D'autres images pour illustrer ce que l'on peut faire. Voilà, donc différents types de travaux un petit peu sur les différents coins que l'on a sur notre bassin versant. Là, c'est un zoom sur les têtes du bassin versant de Lomont, commune d'Almont-les-Junies. Donc pareil, un gros engagement local et même des agriculteurs. Euh, on est sur 3 départements et c'est vrai que on a des territoires qui sont assez différents, des cultures assez différentes, même dans les services de l'État, entre parenthèses. Donc là, on a sur la droite, vous voyez où ça se situe. Donc on a fait la restauration d'anciennes tourbières, on en a très peu de tourbières sur notre territoire. Donc c'est des zones qui sont quand même riches et très intéressantes, avec de la réouverture du milieu. Création de mares, préservation des zones humides, avec des aménagements aussi pour le bétail et de la plantation de baies. Donc vous avez un plan ici, c'était pas très précis, je suis désolé, mais donc voilà, c'est ce genre de travail qui sont faits en amont et qui permet après d'aller voir les agriculteurs, discuter et pour répondre au mieux aux besoins et que comprennent aussi les nôtres. Et voilà, tout ça se discute pas mal avant d'arriver à faire ce type de travaux. Voilà, c'est pour illustrer, hein, donc 8 mètres carrés de zone humide réouverte, une mare restaurée, une mare créée. Voilà, donc quelques images hein, pour se rendre compte, euh, voilà, avec le millepertuis des marais, des espèces assez intéressantes qui reviennent. Et derrière, l'idée, c'est aussi d'avoir des suivis à court et moyen terme pour pouvoir et communiquer pour pouvoir que ce type de travaux puisse servir de relais pour d'autres personnes. Voilà d'autres types de travaux qui sont réalisés. Donc là, les photos sont souvent faites après, c'est intéressant d'y revenir quelques années plus tard. Derrière, il faut quand même qu'il y ait un entretien, hein. On évoque l'enjeu aussi, c'est des espaces ouverts et qui sont plus favorables à la biodiversité que même, bien sûr, que des espaces imperméabilisés, mais même qu'une forêt. Voilà, d'autres exemples. Donc, lorsqu'on met un défend, comme sur la photo d'en haut à droite, eh bien, il faut quand même que l'agriculteur puisse aller dans son champ. Donc, voilà, on fait installation de passerelles. Parfois, ça peut être un passage à gué. Ça va dépendre un petit peu des zones. L'installation de points d'abreuvoir avec à niveau constant. L'idée, c'est pas de drainer, de détourner l'eau d'une zone humide. Pour éviter que si on veut que les animaux aillent pas boire au ruisseau, on va récupérer de l'eau dans une zone humide. Il faut pas la drainer, donc un niveau constant, hein, comme dans les toilettes. Ça veut dire aussi que derrière, ça peut geler. Derrière, eh bien, il faut que l'agriculteur il s'approprie parce que c'est bien beau qu'on l'aide à l'installer. Il faut que derrière, ça puisse perdurer. Moins il y a d'autres choses, moins il y a de choses, plus ça dure longtemps. Euh, Voilà, donc on a eu 6 agriculteurs, donc 2 km de clôture, 6 passages busés, une passerelle en bois qu'on a vu tout à l'heure, 11 abreuvoirs gravitaires. L'idée, c'est d'avoir une approche vraiment globale à l'échelle de ce territoire-là. Donc d'autres actions, donc le retrait de peupliers hybrides, donc avec la plantation de haies. Donc là, on a quelques de jolis exemples de plantation de haies. Donc j'ai mis quelques références dessous là pour récupérer des données un peu plus détaillées. Je passe un peu vite parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc là, vous avez la cartographie. En fait, avant de faire tous ces travaux-là, on avait fait tout un travail de définition des zones prioritaires, en fait, en fonction des enjeux, en fonction de la pente, enfin, de la pente de la SAU, avec 2 types sur la partie est. On a vraiment les têtes de bassin, les zones assez pentues, et après la rivière Lot sur la partie basse. Euh, voilà, donc on travaille bien sûr pour conserver l'eau, pour la biodiversité, mais sur la trame verte et bleue au sens large en fait. Tout ça pour dire que ça prend un certain temps, on a des études préalables, il y a un gros travail de concertation. Il y a vraiment ce travail-là qui est important. Il y a besoin d'avoir des acteurs qui soient connus, assez reconnus, qui soient pas
ni perçus comme voilà parce qu'on fait aussi pas mal, on fait aussi l'action de génie civil, vous verrez tout à l'heure, ni perçus non plus comme des écolos entre guillemets. Voilà, il faut pouvoir travailler et c'est vrai qu'on a la chance donc on travaille avec des volontaires, hein, bien sûr, hein, mais ça se passe relativement bien avec la profession, plutôt bien même avec la profession agricole. Et derrière, plantation, mais ça veut dire aussi des suivis et aussi de l'animation, des journées techniques et valoriser ce qui a été fait, valoriser aussi le travail de ces agriculteurs pour qu'ils puissent sensibiliser les autres agriculteurs qu'il y a à côté. Ça peut être aussi des collectivités, entre parenthèses. Donc 33 projets finalisés, 6 km de haies plantées. Donc là, c'est sur la partie, on voit dans tous les travaux. Donc sur la partie Vallée du Lot, on a quand même, ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup encore à faire, hein, mais c'est assez intéressant. Donc c'est vrai que ces haies permettent de maintenir les sols, ralentir les crues. Et ça sert aussi un peu de piège à plastique flottant. Donc différentes vertus. Et sans transition, je passe sur un autre site qui est à La Tronquière, donc dans le Ségala, donc on est dans les piémonts du Massif central, où on avait l'étang du Roc de France qui avait été créé pour la baignade. Et puis l'année d'après, il y avait un cas de polio, donc ils ont arrêté. Et pas mal de soucis, donc un plan d'eau d'un hectare situé en aval du village, en aval de la station d'épuration et en amont d'un captage en rivière avec des réchauffements importants de l'eau. Là, on a inventorié en vert, encore un travail de la cellule de l'assistance technique zone humide, en particulier avec Pierre-François et Sophie Davio, 2 personnes dessus. Donc tout ce qui est en vert, c'est les zones humides. C'est l'endroit où on a des para-tourbières. C'est vraiment une zone qui est très importante pour nous et qui quand même un stockage de l'eau qui nous permet d'avoir de l'eau jusque même sur la basse vallée. Donc vers à gauche, vous avez le Roc de France et à droite, tel que c'est aujourd'hui. Donc on a une zone humide euh, à la place du Roc de la France. Donc les travaux, en fait, on avait une route qui passait avec un petit pont et dessous des madriers avaient été mis pour créer un plan d'eau. La route servait de digue, c'était pas vraiment sa vocation, la route départementale. En tout cas, nous, on a restauré la continuité écologique et on a renaturé le cours d'eau en enlevant le plan d'eau et par là même en le remettant aux normes. Enfin, voilà, il n'était pas en norme, donc il fallait faire quelque chose. Un cheval sur 2 communes, sur le territoire du Grand Figeac. Donc on a restauré presque un hectare de zone humide sur un territoire où il y avait un enjeu aussi à se réapproprier ce patrimoine des zones humides, en fait. On est à côté d'une bourgade qui est pas très grande, mais il y a un collège, il y a des écoles, et donc l'idée aussi, ça a été on renature et on fait aussi de la valorisation pédagogique. Donc voilà les photos avant-après, hein. On avait des soucis, il y avait une lame d'eau très fine, on avait des réchauffements de l'ordre de 4 à 5 degrés en aval. Voilà, donc on a rétabli le régime thermique et l'oxygénation, la continuité écologique. Alors, en amont, on avait vraiment des zones de frais intéressantes. Donc ces notions de continuité écologique, c'est intéressant parce que il faut pas croire que si on met en liaison 2 parties, ben on va doubler l'espace pour les animaux. C'est-à-dire que pour pour les poissons, ben, il y a des zones qui peuvent être les zones de reproduction et d'autres zones où ils vont se nourrir. Si elles sont pas connectées, ben on a zéro de l'espèce en fait. Donc là, on a vraiment reconnecté des zones de frayère avec des surfaces intéressantes. Et là, on voit le cheminement. Il y a aussi des panneaux, une mare à droite. Donc voilà pour donner quelques. Voilà, ça va très vite. On a été très surpris. On a une roselière dès qu'on a fait baisser le niveau. Donc comme chaque chantier, il peut y avoir des difficultés. C'était très très mou bien sûr quand on a baissé le lac. Donc 85 0,8 hectares de zone humide, des habitats. Avec un suivi qui se fait. Donc, on a installé des piézomètres pour suivre la nappe. Voilà, dans ce contexte de changement climatique, on a bien conscience que ben, la nappe, la zone humide, quand elle s'est asséchée, ben, elle est sèche, hein. Par contre, comme l'été d'avant, quand on a des à-coups hydrauliques, on a, même cet été, en fait, on a eu des débits qui sont maintenus sur le CD, c'est assez surprenant. On avait des cours d'eau complètement à sec
et des cours d'eau qui se maintenaient. Donc l'analyse qu'on en a faite, c'est qu'on a eu des à-coups hydrauliques qui ont rechargé les zones humides quand il y en avait. Des bassins qui ont été très remembrés, anthropisés, il n'y avait pas de débit, et les bassins où on n'a pas de très grandes zones humides, mais ce chapelet de zones humides nous permettait d'avoir de l'eau en aval. On a aussi un phénomène de pouvoir d'auto-épuration naturelle de l'eau qui est aussi intéressant en fait. Voilà, 400 mètres linéaires de cours d'eau restaurés, 1,7 hectares renaturés avec une gestion durable et un volet revalorisation. Sur la droite, vous avez le plan de gestion donc qui a été mis en place parce que c'est bien beau de restaurer, il faut que ça se perdure. Donc avec des dates de type d'action à faire, avec un travail avec les services techniques qui sont voilà qui font plutôt je dirais parc et jardin. Donc là, on est sur des milieux naturels, c'est pas la même culture. Voilà, il faut que les gens aussi se l'approprient. Et donc, c'est un travail aussi qui est important à faire. Il n'y a pas à négliger. J'évoquais le roc de la France, donc que je maintiens que je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais le rond que j'ai mis au-dessus, c'est une zone, suite à ce projet-là, la commune a racheté cette zone-là, et donc aujourd'hui, on fait de la réouverture et on va valoriser un chemin piéton en gardant une partie en zone de quiétude et agrandir le site du roc de France. Qui est assez voilà, donc c'est un des effets de l'action qui a été menée et qui se fait dans le temps. La zone humide la plus au sud, là elle était très intéressante avec des espèces assez rares. Donc là, j'évoquerai après la stratégie foncière que l'on a. Là, le syndicat a acheté la zone humide et donc on augmente un peu plus, on fiabilise et on va un peu aussi augmenter sur une partie le cheminement de valorisation du site. Et après, on a en amont des anciennes lagunes qui fonctionnaient pas bien. Donc là, il y a des filtres plantés de roseaux qui vont les remplacer. Et donc, on met en place une ZRV, une zone, zone humide de rejet. Et une partie va être utilisée pour récupérer le pluvial, que ça fasse une zone tampon. Donc, on travaille aussi sur l'amélioration directe de la transition entre l'assainissement et les milieux naturels. Et sur ce secteur-là, pour illustrer, donc on est dans cette dynamique avec une logique où l'État est à la recherche on est en retard au niveau européen sur les protections, la protection forte, et on se dit que ce site pourrait être intéressant globalement d'avoir peut-être mettre en place un outil, je sais pas, une réserve naturelle régionale ou d'autres types d'outils. Voilà, donc tout ça pour dire que les projets peuvent s'enchaîner les uns après les autres. Entre parenthèses, ce projet, on a pu le faire parce qu'on a effacé un seuil en gorge qui servait vraiment plus et qui était que personne ne voyait et qui a permis de sensibiliser les élus, enfin dans le sens où on l'a effacé et ça a posé des problèmes à personne. Et on est allé envoyer les élus sur un site voisin, sur un bassin à côté où on avait les sources de l'Alzou, là, c'est le cours d'eau qui passe au Rocamadour, où il y en a la première réserve naturelle régionale, et où on a mis les élus à discuter entre eux, qui a été assez productif. J'évoquais la stratégie foncière, donc c'est un autre outil complémentaire. L'idée, c'est un peu d'être sur tous les champs. Et donc, dans cette stratégie foncière, on travaille avec la SAFER et on fait une veille et potentiellement de l'acquisition. Alors, sur les endroits où on doit mettre des ouvrages, où on a des ouvrages, on des digues, où on a des projets aussi de digues, de bassins écréteurs, donc avec des zones donc on va surinonder, mais aussi des zones humides comme celles que j'évoquais tout à l'heure et aussi des espaces de divagation des cours d'eau pour faire du reméandrage et ralentir les écoulements. Voilà, donc on a repéré un certain, on peut pas tout bien sûr refaire, mais repérer nos zones considérées comme prioritaires et en rajoutant cet outil par rapport aux actions que l'on avait précédemment. Je prends un autre exemple qui est l'ancienne gravière d'Espagnac-Saint-Eulalie. Je vais essayer de passer assez vite. Donc la gravière, vous la voyez au milieu là, elle était extraction de gravier à côté du scellé, pour des problématiques d'algues vertes et même de cyanobactéries. Et donc la photo, je ne sais pas si vous voyez assez bien, mais en fait un beau matin, Madame le maire, la maire nous appelle
tous les poissons sont morts. En fait, on a sorti un big bag plein, je sais pas, 1 mètre cube et demi de poissons. Donc, on a eu un gros bloom de cyanobactéries. Alors qu'on avait un projet d'aménagement, de valorisation du site, parce que le site avait été racheté par la commune. Et là, on s'est dit, si on fait des pontons pêche sur un site comme ça va pas le faire quand même. Voilà. Donc, on a quand même la chance, on a eu la chance que ce site soit très proche du Célé. On avait des berges très abruptes, donc des milieux pas très riches, de gros réchauffements. Et donc, on a eu ce projet de reconnexion et de transformer ce cloaque en annexe alluviale. Voilà, donc ben, quand le CD monte, ben, ça le remplit, et quand le CD redescend, ben, cette zone se revide dans le CD. Donc ça, c'est un aspect hydraulique. Et l'idée, c'est aussi de revoir le modelé pour diversifier les habitats, limiter aussi la zone au soleil. Euh, voilà, supprimer les merlons, et puis derrière, travailler aussi sur la création de mares et de diversifier les milieux, même en dehors de cette annexe hydraulique au sens strict. Euh, voilà. Voilà, je passe un peu vite, donc pour visualiser avant, après. Euh, alors après, là, on parle de paysage, c'est pareil, le paysage, c'est très personnel, chacun y voit des choses différentes. Et souvent, il y a l'image du plan d'eau, en fait, le miroir d'eau, certains trouvent ça joli, mais d'autres trouvent que les zones humides, c'est aussi joli. Je pense que c'est un problème de culture, et il faut expliquer que le plan d'eau, c'est pas toujours la meilleure chose. Donc là, il y a eu, dans les solutions fondées sur la nature, donc, un rétex ce site a été retenu par l'agence de l'eau, entre autres. Voilà, donc on a un site de 10 hectares réhabilité. Donc, vous voyez les quelques chiffres, hein, pas mal de plantations. Donc là, tout un aspect renaturation, diversification des milieux, création de mares, réouverture, restauration d'une vadière, création de zones humides. Et on a greffé à ça un sentier d'interprétation avec des panneaux, un observatoire pour les oiseaux. Et si vous voyez sur la partie ouest et la partie sud, l'autre partie est conservée en zone de quiétude. Création d'une réserve de pêche avec un parcours no-kill, et aussi une réserve communale de chasse. Donc on a travaillé avec tout le monde. Une haie a été plantée aussi sur la partie sud-ouest. Et donc, avec la valorisation pédagogique dans le cadre d'un pôle de pleine nature qui est animé par le parc des Côtes-du-Quercy et qu'on a pu drainer sur la vallée du Célé parce que on avait retrouvé une bonne qualité de l'eau qui permettait les activités de pleine nature, baignade, canoë, escalade, spéléo, et qui nous a permis, ce pôle de pleine nature, d'avoir ce volet valorisation sur lequel on a quand même moins d'aide financière. Voilà, donc là, la vue sur l'observatoire, de l'observatoire, pardon. On a une action, la Fédé je sais pas si, voilà, si vous en parlez là. Donc, en termes d'habitat, c'est quand même intéressant en termes d'espèces, en particulier les odonates. On a assez rapidement, hein, les travaux sont quand même relativement récents, mais aussi les amphibiens, les poissons, les oiseaux, les mammifères, même si c'est pas nous notre cœur de métier. Mais l'idée, c'est aussi que c'est qu'on ait d'autres partenaires, LPO et autres, qui viennent s'approprier ce site-là. On est à côté d'une grotte où il y a une des plus grosses colonies de chauves-souris du sud-ouest. Donc, je pense que ce genre de sites se répondent entre eux. Voilà. Et évoqué, on a aussi une zone, le CL est très incisif dans ce secteur-là, et on a une zone de frayère. Et donc, on a un suivi spécifique qui est réalisé par la Fédération départementale de pêche, qui est intéressant. Et ils sont très, très contents du site. Là, pour illustrer, on avait une zone qui était fermée. On a quand même cette prolifération de ce problème de cyanobactéries. Quand on regardait pas, on n'en trouvait pas, mais c'est quand même une problématique que l'on a. Donc, il y a différents types de cyanobactéries. Là, je vous parle bien des cyanobactéries, on va dire sur des eaux stagnantes, qui est liée à la luminosité, pas forcément aux entrants, en fait. Là, rien que le fait d'avoir un renouvellement plus récent, de remuer l'eau, d'avoir moins de surface, et bien, suite aux travaux, ça a été radical. On n'a plus de cyanobactéries. On améliore aussi la thermie. Et sans transition, je passe sur un dernier projet pour illustrer autre chose en fait. C'est-à-dire que dans les années 80, comme partout, il fallait que chacun dans son développement, c'était le développement du tourisme, surtout dans nos territoires-là. Donc, il y avait
avait un moulin avec un seuil qui était complètement dégradé. Donc un barrage a été fait pour faire un grand plan d'eau pour tourisme, pédalo, baignade. Sauf que bien sûr, en sortie de gorge, c'était un décanteur. Donc pour éviter d'avoir à curer à chaque fois, il y a une digue dite filtrante qui a été mise en place pour que le scellé puisse passer et ne dépose pas. Le problème, c'est qu'on a séparé, on a créé un plan d'eau et on est arrivé avec des soucis d'oxygénation, température, cyanobactéries, pêche interdite, pédalo, baignade, voilà. Donc, et un ouvrage qui a fait son temps, au bout de 30-40 ans, avec risque de rupture. Et donc, il fallait faire quelque chose. On ne pouvait pas conserver de seuil, donc soit refaire un seuil, soit refaire autre chose. Sachant que dans le bief, il y a quand même la prise d'eau potable. Et donc, le projet de la commune de faire une renaturation de ce site assez important qui est vraiment aux portes de la cité médiévale de Figeac, où passe la Via Podensis, là, le chemin de Saint-Jacques le plus réputé. Donc voilà le projet sur le papier. Et là, c'était pour vous montrer, on parle de biodiversité. Donc c'est parfois, voilà, c'est pas forcément, c'est pour illustrer autre chose que la plantation de haies ou de boucher un drain pour créer une zone humide. Donc là, c'est des gros travaux. Voilà, on a une prise d'eau potable en amont. Donc il y a aussi cet enjeu-là. Donc on lie la sécurité avec un risque de rupture. On lie aussi la renaturation. Là, ce qu'on voit au premier plan, c'est le camping municipal. On voit la pelle mécanique qui élargit le lit sur l'emprise du camping. Voilà, pas mal de travaux de terrassement. On va remettre le scellé dans son lit, va reméandrer moins de pente et retrouver, pour qu'il retrouve un profil naturel. Donc de gros engins. Il faut couper, alors là, voilà, il faut bien expliquer. On se retrouve à couper des arbres pour renaturer. Donc, c'était des platanes et des acacias, certains arbres d'intérêt. Donc, pas mal, on a vraiment associé notre cellule de zone humide espèce à l'interne, mais aussi des prestataires extérieurs. Pour vraiment qu'il n'y ait pas de souci par rapport à ces aspects-là, on se doit d'être exemplaire. On va essayer de valoriser le bois même sur place ou sur d'autres chantiers. Donc là, c'est des travaux très récents. On réouvre, ce qui nous permet, en fait, ce plan d'eau, il est petit, c'est-à-dire que le barrage qu'il y avait, c'est-à-dire que pour les crues, à la crue décennale, le barrage, l'eau est aussi haute en amont qu'en aval, donc ces travaux n'influent rien sur les crues en aval. Par contre, en amont, on baisse le niveau au niveau du camping. En rabotant 25 mètres et on va mettre en place un cheminement qui permettra de longer le scellé sur 2 km. Ça se revégétalise très rapidement. L'autre côté, on a un souci, enfin, on a un souci. On a quand même une ancienne route nationale, donc il faut quand même faire des travaux. Il y a des risques d'instabilité, donc des enrochements sur toute la longueur. Il faut travailler avec un bâtard d'eau pour travailler au sec. Donc une logistique assez compliquée, comme actuellement on a quand même un niveau un peu haut. Vu que la prise d'eau potable était dans la zone, il faut retravailler la prise d'eau potable. Et c'est l'occasion pour la ville de Figeac qui n'a que cette ressource. Et autant c'était valable avant, dans un contexte de changement climatique, une seule ressource, ça devient quand même très dangereux. Donc en même temps, on va déplacer la prise d'eau potable qui va être dans le fil de l'eau. Et en rive gauche, une conduite va partir sur la rivière Lot pour avoir une interconnexion avec la rivière Lot. Donc c'est l'occasion, ce projet de renaturation, devient aussi un projet d'adaptation par rapport à l'eau potable. Voilà, donc là c'est des travaux d'élargissement, là le seuil est cassé et les travaux avancent assez bien. Et évoquer cette notion d'adaptation au changement climatique. Donc là je suis là aujourd'hui, mais on a Arte qui nous a contactés pour venir faire un reportage. Et voyant qu'il y avait dans les réseaux sociaux, Arte était venu, c'est France 3 qui est venu. Voilà, donc à gauche, c'est Monsieur le maire qui est notre premier vice-président, qui est très investi sur ce dossier, qui maîtrise très bien. Voilà. Et pour finir, ça a un petit peu rien à voir, mais un petit peu. Donc avant, il y avait un moulin qui était à côté, donc le moulin du Surgier. Et bien, donc en complément de ce projet, pourra faire aussi rentrer tout le volet historique et patrimonial. Donc là, nous, on est locataire actuellement. Donc l'idée, c'est que on a racheté le moulin et d'aménager l'engrange pour en faire nos locaux et l'ancien moulin pour en faire une maison de la rivière. Avec en bas à droite, vous voyez, l'idée, c'est un peu de valoriser les différents aspects liés à la rivière.
Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop assommé avec, on ne pourrait pas faire ça sans nos. J'ai évoqué les élus, j'ai peut-être pas assez évoqué l'équipe technique, on est 25, et nos partenaires financiers.